Théo Media Talk est une émission diffusée depuis San Francisco, ici en Californie. Mais à seulement 20 minutes en voiture d'où nous émettons, se dresse l'épicentre mondial de l'innovation technologique et digitale, la célèbre Silicon Valley. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité exceptionnel, Monsieur Alain Nonga. Il est originaire du pays Bassa-Bantou au Cameroun. Monsieur Nonga a construit sa carrière au sein de cette élite technologique qui est la Silicon Valley pendant plus de 20 ans. Son parcours exemplaire est non seulement une source d'inspiration, mais également un témoignage des contributions que les Africains que nous sommes apportent à l'établissement de la technologie, j'allais dire de la connaissance technologique. Mais un aspect fondamental de la vision qui anime M. Nonga est le principe de giving something back. Oui, giving something back. Donner quelque chose en retour. En effet, quand la société t'a presque tout donné, il faut en retour lui être reconnaissant. Mais cette notion ne se limite pas à un simple acte de générosité. Elle s'étend, oui, à sa famille d'abord, mais aussi à sa communauté d'origine tout entière. En tant que président de la communauté Baye Bassa du Cameroun, ici en Californie, M. Nonga met un point d'honneur à promouvoir une vie associative au sein de la diaspora. Cet entretien que nous allons tout de suite avoir avec lui passera en revue l'importance de cette vie associative et l'engagement de M. Nonga envers sa communauté. Mesdames et messieurs, je suis Théo Koukouignon et votre émission démarre maintenant. Monsieur Alain Nonga, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'accepter notre invitation. Avec vous, nous allons donc discuter, bavarder un peu, à bâton rompu, de votre association, l'association que vous dirigez bien sûr, ici en Californie. Alors, je voudrais, à l'entame de cette interview, vous demander de vous présenter un peu à nos téléspectateurs. Merci beaucoup et puis mes salutations à votre public. Ouais. Et merci pour l'opportunité. Donc, je suis d'origine camerounaise et je suis aux États-Unis depuis 1998. Et j'ai fait mes études en France. J'ai commencé à travailler là-bas. Je suis de formation ingénieur informaticien. Donc, je suis venu ici par Hewlett-Packard dans la Silicon Valley avec toute ma famille. Et ça fait plus d'une vingtaine d'années que nous vivons dans la Silicon Valley, quoi. Donc actuellement, je travaille pour une start-up technologique dans la Silicon Valley. Merci, merci. Je pense que voilà, le temps est donné. Alors, dans le cadre de l'immigration africaine, ici aux États-Unis, nous avons reçu, pas très longtemps, un spécialiste en la matière, M. Adoubou Traoré, qui, sur notre plateau, affirmait que les Africains, ici aux États-Unis, ne sont pas bien organisés. Ils ne sont pas très bien organisés et cela fait que quand il y a des problèmes cruciaux, il est vraiment très difficile de les résoudre en leur sein. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela? Avant que je ne réponde à cette question, je voulais juste apporter une petite correction. Okay. Parce que dans votre présentation, vous avez dit que j'étais le président des Camerounais aux États-Unis. Okay. Non, je ne suis pas le président des Camerounais aux États-Unis ou en Californie. Je suis le président d'une association qui s'appelle
Mbaye Bassa California et qui a un non-profit qui s'appelle Mbaye Bassa Community. Donc, c'est une association qui a été fondée originellement par des ressortissants camerounais qui viennent de certaines régions. Et comme le nom l'indique, c'est des Bassa Mpowati, donc qui vivent sur la côte atlantique au Cameroun. Mais qui est ouvert à d'autres Camerounais. Donc, je dirais à le préciser, quoi. Et donc, on est présent en Californie, mais je ne suis pas le président de tous les Camerounais. Ah, ok, d'accord. La précision était détaillée. Voilà. Merci. Donc maintenant, je reviens à votre question par rapport à la déclaration de M. Traoré. Et je dois dire que, dans une large mesure, je suis d'accord avec lui. Et c'est une question, en fait, c'est un défi pour nous, qui essayons d'organiser notre communauté. Parce qu'il est clair, déjà, il faut redéfinir ce qu'on entend par être organisé pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivés. Des nouveaux arrivants, voilà. Donc, si on le définit simplement, c'est la possibilité de pouvoir les assister pour qu'ils s'intègrent beaucoup plus facilement aux États-Unis et qu'ils réalisent leurs aspirations. Voilà. Je pense que nous parlons aussi surtout de l'Afrique noire et surtout de l'Afrique subsaharienne qui arrive ici par rapport, par exemple, à un Philippin ou un Chinois. Est-ce que il aura plus de difficultés pour s'intégrer? Est-ce que je dirais que oui, de façon générale. Pourquoi? Parce que l'avantage du Philippin ou du Chinois, c'est que il va avoir un réseau très robuste qui va l'accueillir et qui va mettre à sa disposition beaucoup de ressources. Est-ce que les Africains ne peuvent pas utiliser aussi cette méthode, c'est-à-dire aller aussi dans ce sens, surtout dans l'accueil de ces nouveaux immigrants? C'est évident qu'il faut. Mais il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut prendre en compte. Parce que déjà, il faut comprendre le contexte. C'est-à-dire les Africains qui débarquent ici aux États-Unis, quel est leur profil? Quelles sont les difficultés auxquelles ils ou elles doivent faire face? Et ceux qui sont là, quelles sont leurs ressources? Et comment est-ce qu'ils sont organisés? Bon. Moi, je dis qu'il y a un certain nombre de facteurs qui vont, en fait, auxquels est confronté un immigré qui arrive aux États-Unis, notamment un immigré africain. Bon, il y a déjà les lois sur l'immigration. Est-ce qu'il arrive avec des papiers? Est-ce qu'il arrive avec un visa? Donc, ça dépend. Il faut déjà, parce que c'est important pour son intégration ici. Le deuxième élément, c'est ce que j'appelle les facteurs socio-économiques. C'est-à-dire, les Africains qui arrivent, quel est son niveau de formation professionnelle ou éducatif? Ça va influencer. Est-ce qu'ils maîtrisent la difficulté de la langue française? Et c'est notamment le cas pour nous qui venons des pays francophones. Et d'ailleurs, même ceux qui viennent des pays anglophones, en réalité, avec la différence des accents, tout ça, eux aussi, ils ont quelques problèmes. Voilà, pour s'intégrer. Il y a le choc culturel. C'est-à-dire, on est habitué à un certain nombre de choses dans nos pays. Et lorsqu'on vient ici, il faut s'adapter aux us et coutumes américaines. Et je dirais même, il y a ce que j'appelle l'effet d'échelle. Parce que lorsque tu regardes le pourcentage des immigrés d'origine africaine aux États-Unis, j'ai lu les dernières statistiques, et je pense que nous sommes autour de 3 millions. Et quand tu regardes la population immigrée d'origine étrangère, c'est 47, 48 millions. Donc nous représentons à peu près 5%. La diaspora. Voilà, la diaspora africaine. Voilà. Compare ça aux latino-caraïbes, Sud-Amérique, Caraïbes. 50% de la diaspora. Ils sont autour de 26 millions. Et tu contrastes avec, par exemple, les Asiatiques.
ils sont à peu près 16 millions, ce qui représente à peu près 30, quelque chose pour ça. Donc, déjà, en termes de chaîne, notre représentation est faible. Donc, un immigrant africain qui débarque n'a pas à sa disposition autant de ressources, par exemple, qu'un Asiatique, parce que même si nous devons reconnaître que même en Asie, c'est très contrasté en fonction des pays, en fonction aussi des communautés d'origine, mais il y a déjà ce facteur-là. Okay? Et l'autre facteur, c'est notre position, nous, les Africains qui sommes déjà là. Okay? Comment est-ce que nous sommes organisés pour pouvoir accueillir ces gens-là? Est-ce que financièrement nous sommes à l'aise? Est-ce que nous avons des positions stables? Est-ce que nous avons des associations qui sont dynamiques? C'est autant de choses en réalité, de paramètres qui rendent difficile l'accueil des Africains qui arrivent, parce qu'il faut que déjà nous-mêmes, qui vivons ici, soyons à l'aise et que nous soyons organisés pour pouvoir mettre à la disposition de nos frères qui arrivent. Pardonnez-moi, monsieur Nonga, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir tout ce qu'il faut, d'être à l'aise, comme vous le dites, pour accueillir un frère qui arrive, pour l'accueillir, pour lui donner juste un gîte et puis un couvert? Donc, en général, à ce niveau-là, je dirais qu'il y a toujours quelqu'un qui tend la main. Le problème, c'est d'aller au-delà. Okay? Et si on regarde les associations africaines, bon, je ne connais pas très bien en Côte d'Ivoire, mais je pense que ça doit être similaire au Cameroun. Et chez nous, on a des associations locales. Et généralement, ça peut être soit des Camerounais de la BRA ou bien, comme je disais, les Bastara Pomati de Californie. Donc, ces associations-là sont en première ligne, en fait. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un compatriote qui arrive, généralement, c'est plus facile pour le compatriote ou la compatriote de rejoindre ces associations. Donc, elles sont en première ligne d'accueil. Et généralement, ça se passe bien parce que ils peuvent offrir la solidarité et même aider à trouver le logement. Bon. Là où je pense qu'il faut qu'on fasse un peu plus d'efforts d'être organisé, c'est aller au-delà. C'est-à-dire, ces associations doivent, pour pouvoir résoudre le problème que j'ai énuméré, c'est-à-dire les problèmes d'immigration, les problèmes d'éducation et d'accès au marché de l'emploi, parce que surtout pour nous, les Africains noirs, on va être soumis à la discrimination, parce que c'est une réalité, et que subissent les Noirs en général. Hein. Et on va être soumis à ça. L'accès à l'éducation, l'accès à la santé, au service de santé, aux services sociaux. Donc, nos associations locales ne sont pas nécessairement bien organisées pour pouvoir permettre à nos compatriotes qui arrivent d'avoir accès à ces ressources. Et je pense que c'est à ce niveau que nous devons faire les efforts. Mais au niveau de l'accueil, pour donner un gîte, les gens généralement se battent. Et ils donnent. Ils partagent le peu qu'ils ont. Justement, sur ce point des efforts à faire pour accueillir les nouveaux qui arrivent, qu'est-ce que vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous comptez faire? Oui, c'est-à-dire, nous, par exemple, notre association, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a lancé un non-profit qui est 501c3, qui est Public Charity aux États-Unis, pour justement faciliter l'intégration, mais aussi faire le projet au Cameroun. Bon. Et ce que nous avons, en fait, nous avons fait un peu l'inventaire, quelles sont nos ressources, et on a constaté que, justement, comme je disais, c'est que nous seuls, nous ne pouvons pas. Donc, il faut qu'on s'intègre dans le tissu associatif local. Bien sûr. Voilà. Et dans le tissu, c'est-à-dire que ce soit les églises, des associations comme par exemple African Advocacy Network, qui permet d'offrir des services pour l'immigration, mais aussi d'autres associations comme par exemple les Ivoiriens ou les Noirs américaines. Donc c'est vraiment notre intention. Parce qu'on sait que
si on est dans ce réseau associatif local, ça va nous permettre d'avoir accès à des ressources qu'on pourra mettre à la disposition de nos membres ou de nos compatriotes qui viennent d'arriver. Okay. Mais il faut être très intentionnel par rapport à ça, c'est-à-dire reconnaître quelles sont les limites que vous avez, identifier quels sont les partenariats que vous pouvez faire dans la communauté et qui vont vous permettre d'avoir accès à ces ressources. Monsieur Nonga, qu'est-ce que selon vous pousse les Africains, nos frères qui sont au pays, les Africains de façon générale, qu'est-ce qui les pousse à immigrer aux États-Unis? Quelles sont les raisons essentielles? Je pense que les raisons sont les mêmes que les Chinois, les Asiatiques, les Européens qui venaient ici, qui viennent toujours. Hein. Et je pense que déjà, c'est le désir d'avoir une meilleure vie. Okay. Et lorsqu'on prend le cas des Africains, je pense que, et on peut même regarder par rapport à l'évolution de l'immigration africaine, généralement, c'est les opportunités qu'offrent les États-Unis, par exemple, pour pouvoir faire une formation plus adéquate. Il y en a qui rentrent après cette formation-là. Ou alors peuvent faire une carrière professionnelle et surtout réaliser les aspirations. On pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités aux États-Unis. Donc, les gens qui arrivent ici, la principale motivation, elle est économique. C'est-à-dire, les gens pensent pouvoir avoir une meilleure vie pour eux-mêmes et pour aider ceux qui sont restés, les familles qui sont restées. Et en plus de ça, bon, il y a quelques cas où les gens fuient les persécutions politiques et je dirais sociales aussi, pour se réfugier ici aux États-Unis ou dans d'autres pays. Mais généralement, c'est l'aspiration à une vie meilleure. À une vie meilleure, ok. Alors, revenons un peu à votre association. Depuis quand elle existe? Notre association, en fait, on l'a lancée en 2012. Non. On a évolué progressivement. Et le non-profit a été lancé en 2021. Okay. Le non-profit, c'est justement dans quel cadre? Pourquoi le non-profit? Parce qu'on voulait avoir de la flexibilité et pouvoir bénéficier de tous les avantages des non-profits qui sont officiellement enregistrés, comme au niveau fédéral. Et surtout, on voulait vraiment cibler un certain nombre de... Parce que lorsqu'on a créé notre association, c'était d'abord pour créer des liens de fraternité entre nous, pour pouvoir faire des choses, nous connaître. Des liens de convivialité. Voilà. Mais l'autre objectif était aussi de pouvoir participer au développement de notre communauté au Cameroun et aider aussi nos membres qui sont ici à s'intégrer et à s'épanouir. Donc, d'où l'aspect, par exemple, d'intégration aux États-Unis. Voilà. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut... C'est beaucoup plus facile lorsqu'on est enregistré comme non-profit. Comme un non-profit. Pourquoi? Parce que tu peux aller voir les entreprises, tu peux, par exemple, t'associer avec d'autres organisations, et les organisations aiment bien travailler avec d'autres organisations qui sont officiellement enregistrées et qui sont structurées. C'est pour ça qu'on a créé le non-profit. Alors, il n'y a pas que des Bassa au Cameroun. Alors, pourquoi ne pas étendre ça et chercher à créer une association au niveau de tous les Camerounais qui sont ici aux États-Unis ou alors en Californie? Pourquoi Bassa? En réalité, on avait une association des Camerounais ici dans la ville qui s'appelait Palm Tree. Donc, comment ça s'appelait? Palm Tree. Palm Tree. Oh, ça existait avant? Oui, ça existait avant, en fait. Avant même la création de Mbaye Bassa, California. Bon, et à côté de ça, on avait des associations beaucoup plus régionales, comme par exemple Mbaye Bassa, mais Mbaye Bassa n'était pas encore créé. Malheureusement, cette association aujourd'hui est un peu moribonde. Mais peut-être qu'un jour, on va ressusciter ça. Parce que, et l'avantage qu'elle avait, c'est qu'effectivement, elle regroupait tous les Camerounais, anglophones, francophones, de toutes les ethnies et tout. Mais cela n'empêche pas que, par exemple, nous, en Mbaye Bassa, on n'accueille pas que les Bassa. C'est-à-dire, on a une mission au niveau culturel qui est qu'on veut préserver la culture Bassa, donc on veut promouvoir la culture Bassa.
mais on est Camerounais aussi. Donc, en fait, là, si tu regardes Baïbassa, il y a beaucoup de non-Bassa là-dedans. Voilà. Ok. Il y a beaucoup de non-Bassa là-dedans. Et c'est pertinent, même la semaine culturelle, et qu'on soit organisée, par exemple, à la fin de l'année, ce ne serait pas vraiment centré sur les Bassa. Sur le Bassa. Ça va être quelque chose qui De façon globale. Ouais, de façon globale. Et donc, le but est vraiment de nous permettre de commencer à établir ces relations avec le tissu associatif local. Donc, on va essayer de travailler avec d'autres associations africaines. On va essayer de travailler avec les églises nord-américaines. Et on va même essayer de travailler avec les universités. Voilà. Parce que on veut s'intégrer dans le tissu associatif local. À votre niveau déjà, est-ce qu'il existe, est-ce que vous avez pensé à une cellule, une structure pour accueillir les nouveaux qui arrivent? Oui, c'est comme je disais, lorsqu'on a lancé le non-profit, un des objectifs, une des missions du non-profit, c'est faciliter l'intégration. Et très vite, on a justement pensé à créer des alliances. Et par exemple, African Advocacy Network avec l'Église francophone. En fait, on a commencé à dialoguer depuis la création de notre non-profit pour essayer de travailler ensemble, c'est-à-dire de mettre à disposition. Voilà un des éléments qu'on a. Et on a aussi un certain nombre de mécanismes internes de solidarité qui leur permettent, lorsqu'ils entrent dans l'association, d'être assistés. Donc, par exemple, on a un fonds de solidarité, on a un fonds de prêt, on a aussi un autre fonds pour assister, par exemple, en cas de décès, des trucs comme ça. Donc, ça leur permet d'être là, et on donne même des bourses aux enfants, qu'on est en train d'étendre aux adultes pour encourager nous-mêmes qui sommes des adultes à aller à l'école. Parce que nous sommes conscients du fait qu'aux États-Unis, la bonne intégration demande deux choses fondamentales. Formation et puis avoir un boulot. Ces deux choses-là c'est ça qui te permet d'avoir cette stabilité. Et après ça, commencer à construire un patrimoine par l'achat d'une maison. Et c'est ce qu'on essaie de dire à nos frères qui arrivent que, quelle que soit la formation que tu avais avant, parce que c'est pas toujours évident de travailler avec les diplômes qu'on a eus en Afrique, il faut te remettre à l'école ici. Et généralement, ça va plus vite parce qu'on a des bases pour le faire. Ça te permet maintenant d'avoir un boulot stable. Et la première chose qu'il faut faire, c'est de chercher à acquérir une maison. Parce que c'est comme ça qu'on commence à construire un patrimoine aux États-Unis. Alors, si un jeune Camerounais arrive aujourd'hui à l'aéroport, et puis pratiquement, il ne connaît personne. Il ne sait pas vraiment où aller. Quelles seraient pour lui les étapes à suivre pour soit rencontrer votre association ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Et en réalité, le cas est arrivé. Le cas que vous décrivez là est arrivé. Et il y a une personne qui m'avait appelé de Washington DC. Et la personne avait son frère qui arrivait à LA. Et elle avait vu qu'il y avait une association, qui m'a appelé et dit que bon, j'ai mon frère qui arrive à LA. Il ne connaît personne là-bas. On ne sait pas comment faire. Est-ce que l'association peut aider? Et il se trouve qu'effectivement, on a des membres à LA, dans la région de LA. Donc, on a mobilisé le réseau. Donc, une personne s'est portée volontaire pour l'accueillir et l'amener chez lui. Donc, effectivement, ce cas existe. Et ce qu'on veut maintenant, en fait, c'est de mieux structurer ça. C'est-à-dire que, avant même que les gens arrivent, qu'ils sachent que, voilà, il y a l'association là, et peut-être nous contacter avant. En laissant un message sur le site web, et puis, pour que on puisse avoir le temps de mobiliser les ressources. Bien sûr. Alors, à côté de vous, il y a quand même des organisations africaines ici. Alors,
Est-ce qu'il y a une certaine collaboration entre vous? En réalité, bon, et pas nécessairement dans le cadre de notre association Baïbassa, mais il y avait d'autres organisations africaines, par exemple, pour les Africains nouveaux professionnels. Et bon, maintenant, au niveau des associations, en fait, on est en train de développer ces partenariats. Par exemple, le truc qu'on a organisé dernièrement avec African Advocacy et puis les francophones. D'ailleurs, ça nous a permis de rencontrer, par exemple, le président des Ivoiriens, de la Californie, où on a décidé qu'on allait travailler ensemble. Voilà. Donc, on est en train d'explorer, de développer ces opportunités, mais pour le moment, c'est en cours de développement. Et c'est de ce que je disais qu'en fait, on est en train de mettre les structures en place, mais nous ne sommes pas encore au niveau où, par exemple, si on compare aux Asiatiques, qu'ils sont déjà fonctionnels. Quoi. Ça, c'est vrai. Okay. Maintenant, revenons un peu à votre association. Est-ce qu'il y a à votre sein des programmes pour sensibiliser vos compatriotes sur les droits des migrants? Pas un programme que nous gérons nous-mêmes. Mais ce qu'on fait, on essaie de trouver des partenaires, comme on a dit par exemple African Advocacy Network, où en réalité nos membres peuvent assister à des sessions éducatives et on veut les organiser peut-être 1 ou 2 fois par an. Et ça leur permet de nouer ces relations et après s'ils ont un problème spécifique, ils peuvent aller consulter. L'avantage étant que cette consultation va leur coûter nettement moins cher que d'utiliser un avocat traditionnel. Donc, c'est ce genre de partenariat qu'on veut encourager pour que nos compatriotes et nos membres aient des sources d'informations fiables. Parce que le défi qu'on a ici, c'est avoir des sources d'informations fiables. Que ce soit au niveau de l'immigration, que ce soit au niveau de l'accès aux services sociaux, que ce soit au niveau de l'éducation, ou bien de l'accès au marché du travail. Il faut absolument s'assurer que nos compatriotes ont accès à des ressources fiables. Est-ce qu'il y a des activités annuelles que vous organisez juste pour réunir tout le monde autour d'un objectif commun? Oui, on a un certain nombre d'activités annuelles qu'on organise. Généralement, on a une fête de fin de l'année où on se retrouve tous pour célébrer la fin de l'année. Et ça se situe exactement décembre. Généralement, c'est un mois de décembre. Bon. On organise aussi au mois d'août un barbecue où on invite tous les amis, notamment que ce soit d'autres Africains, tous les Africains, ou tous les Camerounais et les amis américains. Voilà. Donc, c'est un barbecue pour faire connaître nos activités. C'est principalement les 2 événements qu'on organise. Bon. Maintenant, on a aussi initié des contacts avec certains leaders associatifs dans le milieu des Noirs américains. Et parce qu'on souhaite vraiment travailler avec nos frères Noirs américains. Justement, parlant des Afro-Américains, je veux dire les Américains noirs, quels sont vos rapports, vous, en tant que diaspora africaine ici aux États-Unis? Est-ce vrai qu'ils ne vous acceptent pas du tout? Mesdames et messieurs, nous allons permettre à M. Nonga de prendre une petite pause. Donc, rendez-vous samedi prochain dans la 2e partie de cette émission pour entendre la réponse de M. Nonga. En ce qui vous concerne, déjà dans vos salons ou entre vous, vous pouvez déjà essayer de répondre à cette question, pourquoi pas. En ce qui me concerne personnellement, moi je pense que les Américains noirs, ils sont... Dinner is ready. Et ces questions, mais seulement ils ont posé. Si je réponds, ça fait quoi? Je connais Bagaille qui est lourd. À samedi prochain.